Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour cette troisième conférence en français de la Levantine Heritage Foundation. Nous étions dans l'Empire ottoman avec Philippe Mansell au printemps dernier, puis nous sommes partis à Alexandrie cet automne avec Dominique Goni, et nous revenons dans l'Empire ottoman avec Roland Dussart des Arts qui va nous parler des tramways belges dans l'Empire ottoman. Roland Dussart des Arts a eu une carrière de juriste pour un certain nombre d'institutions publiques belges, également internationales, mais c'est sa passion pour les tramways, sujet dont il est devenu expert, qui explique sa présence ici ce soir. Donc, Roland a publié un certain nombre d'ouvrages, toujours sur les tramways, notamment les tramways de Tientsin, si je le prononce bien, les tramways belges en Russie, les tramways belges en Égypte, et enfin les tramways belges dans l'Empire ottoman, l'objet de la conférence de ce soir. Ce que je vous propose, c'est que Roland fasse son introduction d'une à peu près 45 minutes, et après, nous prévoirons un moment pour des échanges avec le public si vous avez des questions. Voilà. Romain, n'hésitez pas. Roland, pardon. Vous pouvez commencer. Vous m'entendez? Voilà, bonjour, bonsoir. Donc, je vais vous parler des tramways belges dans l'Empire ottoman. Et avant, je vais d'abord situer le sujet. Comme vous ne le savez peut-être pas, l'installation de tramways à l'étranger a été une spécialité belge des années 1870 à 1914. Et pratiquement tous les réseaux de tramways dans l'Empire ottoman ont été soit financés, soit équipés par des Belges. Donc, c'est un mouvement qui a commencé très tôt dans les années 1870 avec des précurseurs comme Frédéric Delahaut, Simon Philippard, Édouard Hotelet et un nom que vous connaissez sans doute tous, Édouard Empin. Je n'arrive pas à aller à la page suivante. Éventuellement, si vous faites défiler vers le bas. Oui, mais je sais, mais... Ou alors cliquez, voilà. Parfait. Ah, voilà. Donc, non, je n'arrive pas, décidément. Je ne fais que monter. On va revenir en arrière. Ah, voilà, voilà. Voilà. Donc, ce mouvement a été alimenté par toute une série de sociétés anonymes. Donc, dans la période dont on parlait, près de 200 sociétés anonymes de droit belge ont été créées pour exploiter des réseaux de tramways à l'étranger. Et ces sociétés étaient elles-mêmes rassemblées au sein d'une quarantaine de holdings ce qui permettait de mettre des compétences et des moyens techniques en commun. À côté de ces instruments purement financiers, il y avait aussi toute une industrie ferroviaire et électrique qui était capable en fait de fournir des réseaux de tramway clés sur porte, les rails, le matériel roulant, les usines électriques, et parfois même ça allait jusqu'à la fourniture de balais ou de montres pour le personnel des tramways. Alors évidemment, installer un tramway, c'est une procédure extrêmement complexe. Il faut d'abord faire une étude de marché. Au 19e siècle, c'était souvent dans des villes où il n'y avait aucune statistique sur la population, aucune donnée sur les mouvements des habitants. C'est aussi un exercice politique délicat, puisqu'il faut se concilier les faveurs des hommes politiques locaux. Il faut parfois percer des rues, désacraliser des églises ou des mosquées. Et lorsqu'il s'agit d'un tramway électrique, évidemment, d'autres opportunités s'offrent, comme profiter de l'installation d'une usine électrique pour aussi offrir de l'électricité et de l'éclairage public, par exemple. C'est aussi parfois un défi
pour accommoder les populations à l'apparition de l'électricité. À Damas, par exemple, la compagnie belge a dû demander une fatwa pour avoir l'assurance que le vol d'électricité serait bien considéré comme contraire à la loi coranique. Alors, tous ces investissements sont d'abord le produit de toute une série des efforts de toute une série d'hommes. Ici, j'en ai cité quelques-uns, mais il y en avait bien d'autres. Édouard Denis, qui a installé des tramways à Moscou, puis en Perse, et qui a prospecté à Alep, à Constantinople et à Damas, avant d'obtenir la concession des tramways de Beyrouth. Jossalar, c'est un banquier qui a joué un rôle clé pour les tramways de Smyrne, de Salonique, et dans l'électrification des tramways de Constantinople. Robert Bett, là c'est un homme de terrain qui, après avoir géré des tramways en Russie et fait face aux révolutionnaires, a joué un rôle clé pour défendre les intérêts belges lors de la ratification du traité de Lausanne. Il était l'un des conseillers de la diplomatie belge pour préserver les intérêts belges dans l'Empire ottoman alors démantelé. Il y a aussi le comte Eremboot de Dudzeel, qui était l'ambassadeur de Belgique auprès de la Sublime Porte de 1898 à 1909, à un moment clé pour l'évolution des tramways de Constantinople. Paul Amelrath, aussi un homme doté d'une grande expérience en Russie, qui était vraiment le maître d'œuvre des tramways de Salonique jusqu'à la veille de la Première Guerre mondiale. Et bien sûr, il y a également des sujets ottomans qui ont joué un rôle important. Le plus important est sans doute l'avocat Emmanuel Salem, établi à Constantinople et qui était conseiller, négociateur et administrateur des tramways de Salonique et de Smyrne. Voilà les photos de trois d'entre eux, l'ambassadeur de Dudzeel, Paul Amelrath et Jos Allard. Alors, en général, les autorités ottomanes exigeaient que les tramways soient exploités par les sociétés de droit ottoman. C'est évidemment une obligation qui était plutôt formelle, puisque en réalité, la société ottomane était en fait gérée à Bruxelles, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une société de droit belge qui avait l'intérêt de faciliter la mobilisation de capitaux européens. L'administration de ces sociétés ottomanes en Belgique permettait aussi souvent de fédérer des compétences, comme je l'ai expliqué, au sein de holdings qui avaient des bureaux d'études capables de remettre en quelques semaines des projets complets d'installation de tramways, d'extension de l'électrification, de renouvellement des usines, et ainsi de suite. Alors voilà quelques beaux papiers. Hélas, il y a des actions qui sont beaucoup plus belles dans d'autres parties du monde. J'ai toujours trouvé assez bizarre que pour l'Empire ottoman, les graveurs n'aient pas fait preuve de plus d'imagination. Alors ici, je vais toucher rapidement à une question assez délicate, c'est celle des sacrifices. Donc, la Sublime Porte avait pour pratique de concéder l'installation ou l'électrification de tramways à des dignitaires qui revendaient leurs titres aux prospecteurs qui leur rendaient visite. Alors, pourquoi est-ce que ça mérite d'être souligné dans l'Empire ottoman? Il y avait bien sûr des sacrifices qui étaient consentis en Russie, en Espagne ou en France, mais disons que l'Empire ottoman a vraiment, comment dire, dépassé tout ce qui a été fait dans les autres pays à cet égard. Les sommes demandées par les dignitaires étaient colossales, que ce soit par exemple à Beyrouth ou à Damas. Le montant de ces sacrifices était au moins aussi élevé que le prix, par exemple, de tout le matériel roulant à acheter pour réaliser un tramway. Alors, ce ne sont pas seulement des impressions des ingénieurs, c'est aussi l'analyse de l'ambassadeur Eremboot de Dudzeel, qui, dans un courrier adressé à son ministre en 1899, lors des premières négociations en vue d'électrifier les tramways de Constantinople, a écrit que plus que jamais, le fonctionnaire turc cherche à mettre son influence à prix. Sa cupidité est excitée au plus haut degré
et il faut s'attendre à voir accorder presque toutes les affaires aux plus offrants. Et alors, ce distingué ambassadeur ajoute avec un cynisme assez remarquable: c'est un terrain sur lequel nous, c'est-à-dire les Belges, pouvons entrer hardiment en concurrence avec nos adversaires. Voilà, comme on dit en anglais, it's a fact of life. Si je retrouve. Ici, il y a deux lettres qui sont hélas assez peu lisibles, qui sont des exemples d'offres de plusieurs milliers de livres turcs à des dignitaires ottomans, à gauche à Selim Pacha, à droite au chef de camp du sultan. Et alors, la lettre de gauche est assez particulière parce que non seulement on offre à ce dignitaire 10 000 livres turcs pour la prolongation de la concession, mais en plus, à la demande de Selim Pacha, la société s'engage à offrir en son nom 1 000 livres turcs pour la construction du chemin de fer du Hedjaz. Charité bien ordonnée commence par soi-même, mais n'empêche pas d'offrir des sacrifices à la grande œuvre spirituelle qu'était à l'époque la construction du chemin de fer vers la Mecque. Alors nous en venons maintenant aux installations, aux exploitations particulières, en commençant par Constantinople. Constantinople est l'une des toutes premières capitales européennes dotées de tramways, et c'était à l'initiative de la Banque ottomane qui a obtenu en 1869 une première concession pour couvrir le sud et le nord de la Corne d'Or de plusieurs lignes de tramways hippomobiles. La Banque impériale ottomane est à l'époque constituée de capitaux français et britanniques, et les industries françaises et belges fourniront simplement les premières voitures de tramway. Alors ici, vous voyez deux illustrations des tramways de Constantinople. Celle de gauche montre la rue des Petits Champs qui monte vers Péra et illustre un des grands défis de Constantinople, à savoir le caractère accidenté de la ville, ce qui rend l'attraction hippomobile très coûteuse puisqu'il fallait ajouter des chevaux pour gravir les hauteurs de Péra ou quitter le niveau de la Corne d'Or. Cette première concession a été suivie de deux autres en 1881 et en 1907, de façon à vraiment couvrir de façon exemplaire toute l'agglomération sur la rive européenne du Bosphore. Ici, vous voyez les voitures impériales qui étaient utilisées exclusivement la ligne la plus plate de la ville et qui longeait le nord de la Corne d'Or et la rive européenne du Bosphore. Alors, cette ville qui avait déjà près d'1 million d'habitants méritait évidemment mieux que des tramways hippomobiles. Et à partir de 1899, toute une série d'intervenants anglais, français et belges ont commencé à intriguer pour obtenir le droit d'électrifier les tramways valins de la ville. On a dit souvent que c'était le sultan Abdulhamid qui avait peur de l'électricité. C'est un fait, en tout cas, que rapporte l'ambassadeur Ehrenboot de Dudzeel, qui dit en 1899 que le sultan ne souhaitait accorder aucune concession électrique dans la capitale, dans la crainte de je ne sais quelle machine infernale. Toujours est-il qu'en 1899 se produit quand même une alliance entre des capitalistes belges et allemands qui achètent la majorité des titres de la société ottomane des tramways chevalins, avec évidemment dans l'idée d'électrifier le réseau. Cette initiative n'a pas empêché d'autres intervenants, comme Édouard Denis, de commencer à chercher leur propre correspondant au sein du palais pour obtenir, eux, le droit d'électrifier les tramways hippomobiles. C'est le cas d'Édouard Denis, qui a déjà été cité dans Les Grands Hommes. C'est le cas aussi du groupe Ampin et d'une holding très importante en Belgique, la Société Générale de Chemin de Fer Économique,
qui avait pour avantage d'avoir des intérêts importants dans la Société du gaz de Constantinople, dirigée par leur agent Eugène Franco. Mais voilà, tous les plans d'Édouard Denis, du groupe Empin, des économiques, ont été contrariés par le fait qu'en 1907, les tramways Chevalin ont obtenu une prolongation de leur concession et devenaient donc des interlocuteurs incontournables pour moderniser le réseau. Et alors finalement, c'est un autre larron, un autre Belge, Jos Allard, de la Sofina, qui a réussi à rassembler toute une série d'intérêts au sein du consortium Constantinople, avec des intérêts belges, la Sofina, la banque de Bruxelles, toute une série de banques allemandes et la Gesellschaft für elektrische Unternehmungen, qui est une holding de tramway allemand, la Société Générale et le comptoir d'escompte de Paris, le constructeur Gans austro-hongrois, et ce formidable consortium a récupéré les participations dans la Société Tramway Chevalin. Il a récupéré aussi le fameux tunnel qui relie Galata et les hauteurs de Pera. Et finalement, le 30 juin 1914, il a pris la forme d'une société anonyme de droit belge, la Société Tramway et Électricité de Constantinople, qui a entrepris de moderniser le réseau de la ville. Ici, vous voyez deux vues encore de tramway mobile dans des circonstances, disons, plutôt tragiques, lors de la minerie de 1909, où le tramway mobile transporte des mutins blessés, et une autre vue où on voit une automitrailleuse dépasser un tramway, où vous voyez qu'il y a deux classes. La deuxième classe, c'est la première classe. Le tramway était à l'époque encore réservé aux personnes fortunées, vu les coûts élevés de la traction hippomobile. Alors le chantier a été lancé en 1913 et il est vraiment à l'image du consortium, puisque le matériel belge a été soit belge, soit allemand, la centrale électrique était hongroise, les sous-stations françaises, les équipements électriques allemands, et cette assez formidable collaboration d'intérêts divers a abouti à l'inauguration des tramways électriques le 15 août 1913. Ce n'est qu'en 1914, toutefois, que les tramways électriques ont enfin pu franchir le pont sur la Corne d'Or, qui venait d'être entièrement rénové. Ce pont n'avait jamais pu être franchi par les tramways hippomobiles. Là aussi, vous avez un plan qui indique les différentes lignes de tramway prévues en 1914, et aussi les lignes de force, c'est-à-dire les câbles électriques destinés à alimenter non seulement les tramways, mais aussi les palais, les particuliers prêts à souscrire un abonnement. Alors évidemment, il y a eu un grand intermède durant la guerre, mais les affaires ont bien sûr repris en 1919, et l'arrivée au pouvoir de Mustafa Kemal Atatürk s'est traduite par une certaine laïcisation de l'espace public. Chaque poteau électrique était surmonté d'un fez et d'un croissant. Ils ont disparu. Les classes harem réservées aux dames ont également disparu. Un peu plus tard, les caractères, je ne sais pas comment on les appelle, enfin les caractères arabes dans la signalétique ont disparu pour faire place à des seuls caractères latins. Et ce renouveau aussi du nationalisme turc s'est traduit à la fin des années 20 par la disparition du bilinguisme français-turc qui avait été inscrit dans tous les actes de concession. Donc jusqu'en 1920, tous les panneaux de tramway, les tickets, les affiches, les avis étaient tous bilingues français-turc. Le français est un peu la langue commune propre au cosmopolitisme de la Constantinople d'avant-guerre. Le nationalisme s'est traduit bientôt par une guerre tarifaire entre les tramways et le gouvernement, par diverses escarmouches, par une annulation d'une augmentation des tarifs. Et finalement, en 1939, just in time, le gouvernement a racheté l'entreprise contre 169 000 livres sterling en obligation de la dette turque.
Voici quelques vues de tramway dans les années 60. Les tramways rouges étaient de seconde classe, de première classe, pardon, et les voitures vertes étaient de seconde classe. Il y avait quelques exceptions avec des tramways jaunes. Enfin, voilà. Après le hélas, les tramways ont disparu en 1961 au profit de trolleybus. Heureusement, certaines voitures ont été transférées sur la rive asiatique du Bosphore pour un autre réseau qui avait été établi par des intérêts turcs en 1908 à Kadikoy. Et ce réseau-là a survécu jusqu'en 1966. Et on ne peut que louer la vision de l'exploitant turc IETT qui a réalisé un des tout premiers tramways touristiques opérationnels européens, en tout cas, enfin là c'est sur la rive asiatique, en réalisant un musée des transports à Kadikoy. Et une partie du matériel qui a été préservé donc, en 1906 à Kadikoy a fait un retour spectaculaire en 1990 sur le tramway de la rue Istiklal, qui est devenu l'un des phares touristiques de la ville. Voilà, ici vous avez deux vues des tramways de Kadikoy, donc sur la rive asiatique, où le réseau était beaucoup moins, enfin traversait des régions beaucoup moins urbanisées et plus respirables, disons, que le centre d'Istanbul. Voilà, nous en arrivons à Salonique. La concession de Salonique obtenue par un dignitaire local, Hamdi Bey, qui ultérieurement est devenu maire de Salonique, et il a transmis sa concession à M. Ferdinand Guillon, le beau-frère d'Édouard Hotelet, qui était lui surnommé le roi des tramways à l'époque en Belgique, contre 30 000 francs en espèces, des actions, des obligations. Bon. Le chantier a très vite démarré par tous des vieux routiers du Mont Trambière, Fernand Guillon, Pon Amalrat, Maurice Polydor van der Skuren, Gia de la Fontaine. Ce sont tous des gens qui avaient déjà exploité les tramways en Belgique, en Russie, en Espagne. Alors, le réseau de Salonique comportait en fait au départ deux lignes parallèles le long du Golfe, la ligne de la campagne qui allait dans les faubourgs et la ligne dite du Vardar qui traversait la rue principale de la ville. Alors là aussi, tout le matériel d'origine a été livré par deux constructeurs belges, la Métallurgique et la Croyère. Assez étrangement, les premiers chevaux ont été importés des tramways d'Odessa. Ils sont des travailleurs comme les autres et avoir un cheval qui sait comment tirer un tramway, c'est précieux. Et ensuite, d'autres chevaux ont souvent été importés d'Autriche-Hongrie. L'achat de chevaux pour les tramways étant toujours un savant calcul entre la force de traction, le climat, le poids des voitures à tirer. Alors, très rapidement, les actionnaires belges se sont rendus compte que la concession était d'une durée assez courte et ils ont entrepris des négociations pour obtenir une prolongation de leur concession, ce qui leur a coûté un sacrifice de 150 000 francs, une somme assez très importante pour l'époque. Hamdi Bey, entre-temps, était devenu maire et lui aussi a tenu à se faire à nouveau rétribuer pour concéder divers travaux à effectuer par la municipalité, notamment pour protéger la ligne contre les inondations en provenance de torrents dévastateurs qui lors des périodes de crue, descendaient des collines qui entourent la ville. Un autre problème de Salonique, et là c'est un problème qui s'est poursuivi sur la gestion grecque également, c'était l'engagement par népotisme du personnel excédentaire. Et par exemple, chaque palefrenier à Salonique n'avait que 6 chevaux à sa charge, alors qu'un palefrenier de tramway de Calais, par exemple, devait en soigner 4 fois plus.
Ici, vous voyez à gauche une vue caractéristique de la ligne des campagnes, donc, qui dessert de très belles villas, de plus en plus belles au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la ville. Et à droite, une vue du Vardar, hein, la rue du centre de Salonique, la rue la plus commerçante et la plus active. Voilà, alors l'électrification des tramways de Salonique a fait l'objet d'un certain imbroglio parce que la Sublime Porte avait conféré dès 1899 à un Britannique, Sir Bartley, la concession de la traction électrique à Salonique. Mais la question était de savoir si cette concession impliquait également l'électrification des tramways. Cela étant, Sir Bartlett n'a pas accepté d'obtenir certains sacrifices et il a revendu sa concession à un Français, Bartissol, qui à son tour l'a cédé à Jos Allard, que nous avons déjà rencontré à Constantinople. Donc, avec cette concession pour l'électrification, il est entré en rapport avec la société exploitante de Salonique. Et comme c'était deux compagnies belges, elles ont réussi très rapidement à obtenir un accord pour complètement reconstruire le réseau, encore une fois, uniquement avec des fournitures belges, la ligne aérienne en provenance des Tréfileries du Havre. Là aussi, vous voyez la tour blanche, hein, des points les plus célèbres de Salonique, avec un tramway mobile sur la ligne des quais. La ligne des quais est une prolongation de la ligne des campagnes. Et à droite, vous voyez un des premiers tramways électriques photographiés après la Première Guerre balkanique, puisque la carte postale est rédigée en grec. Voilà. Alors aussi, il y a quelques avatars au sujet de l'acquisition des 25 premières motrices auprès de Brill, un fonctionnaire, un constructeur américain. C'est un choix qui a été amèrement regretté. Fernand Guillon, un vieux routier, jugera leur finition bâclée, les plateformes étaient trop petites, l'aménagement intérieur était étriqué. Et en fait, les tramways de Salonique avaient cru faire une bonne affaire en choisissant le moins offrant. Ce sera la première et le dernier achat outre-Atlantique. Alors, les tramways électriques sont inaugurés le 28 juin 1908. Ce sont les seconds, je crois, dans l'Empire ottoman après ceux de Damas. Et pour souligner l'importance de l'événement, l'ambassadeur Ermbo de Dudzeel est venu pour l'occasion avec son droguement. Et c'était toute une suite de banquets, de manifestations au milieu d'un enthousiasme indescriptible, selon le journal L'Expansion belge. Voilà, en 1912, la compagnie entreprend alors des négociations pour encore étendre son réseau. Elle obtient un accord le 16 avril 1912 avec la Sublime Porte, mais survient en octobre la Première Guerre balkanique. Et Salonique devient Thessalonique, elle relève désormais de l'État grec, et on peut comprendre les interrogations d'exploitants. Est-ce que ces droits vont être reconnus par la Grèce avant même que la ville ne soit rattachée officiellement à la Grèce? La compagnie est très inquiète de voir débarquer des commissaires hellènes qui prennent possession des titres et des comptes de la compagnie et qui, selon le concile de Belgique, M. Kuipers, nous traitent comme s'ils étaient en conquis, ce qui est vrai, et s'ils avaient affaire à des intérêts ottomans, mais là, c'est évidemment inexact. Alors, on aura une pensée pour les receveurs des tramways de Salonique qui ont dû, à un certain moment, remettre la monnaie en lepta grec, en millime ottoman, avec également de la monnaie bulgare et certaines monnaies de nécessité produites par des troupes grecques provenant des territoires autrefois ottomans. Voilà, si vous voyez un tramway avec des plaques de destination sous le célèbre arc de triomphe de la rue Eniata. Alors, après la première guerre de balkanique,
a lieu évidemment la seconde guerre balkanique. Cela n'a pas d'implication pour Thessalonique. Par contre, pendant la Seconde Guerre mondiale, les Alliés s'emparent de ce qu'on appellera le réduit de Salonique en octobre 1915 pour arriver au secours de l'armée serbe. Alors, le trafic s'accroît considérablement. Malgré les problèmes d'approvisionnement en pétrole notamment, les groupes diesel des tramways de Thessalonique étaient approvisionnés en pétrole de Roumanie, mais évidemment le Bosphore était coupé par l'ennemi ottoman. Et puis les 18 et 19 août 1917, le centre de Salonique est détruit par un gigantesque incendie qui détruit une partie du réseau de distribution électrique et le service de la ligne du Vardar, qui passait au milieu de cette partie de la ville, doit être suspendu temporairement. Alors, 1900, à la libération, enfin à la fin de la guerre, pardon, les voies d'approvisionnement sont très difficiles à rétablir et il faut que la diplomatie belge intervienne auprès de l'admirauté britannique pour qu'elle livre du pétrole à une entreprise qui, heureusement, était jugée comme essentielle pour les troupes d'occupation. Là aussi, vous voyez en haut à gauche un défilé pour célébrer l'arrivée de troupes russes pour assister les troupes alliées dans le réduit de Salonique pendant la guerre en 1916. En bas à gauche, vous voyez un fourgon militaire à côté d'un tramway sur les quais. Et à droite, deux vues de Salonique après l'incendie. La ligne des quais, elle, a pu continuer à circuler. Voilà, en 1919, le réseau est au bout du rouleau, le service est irrégulier, et le gouverneur de la province de Salonique en profite pour mettre l'entreprise pour sanctionner les irrégularités du service. Le directeur belge, Valère Dufour, est remercié. Et la ville n'hésite pas à puiser dans les stocks pour construire elle-même deux nouvelles lignes, la ligne du 25 mars et la rue Statou. Alors la société belge propose aux autorités grecques de racheter le réseau, mais voilà, l'État grec n'a évidemment pas un sou vaillant pour ce faire. Et finalement, un accord est conclu en 1920. La compagnie s'engage à développer la production d'électricité, à mettre en service du nouveau matériel roulant, à nommer un directeur parlant grec. Un certain monsieur Dimitriou remplace Valère Dufour, mais en fait Valère Dufour reste mieux payé que monsieur Dimitriou, qui n'est vraiment là que comme traducteur de luxe, disons. Enfin, sur base de cet accord, nombreux investissements sont faits, deux nouvelles centrales électriques sont construites, la ligne des quais est déplacée vers la rue de Simiski, qui est parallèle mais pas sur les quais, du nouveau matériel roulant arrive, mais les comptes de la compagnie, eux, ne s'améliorent pas, vu le nombre de mauvais payeurs, au premier rang desquels les établissements militaires, les administrations et la ville elle-même. Et dans les années 30, progressivement, le drachme perd de sa valeur face au franc belge. Il perd 500% de sa valeur en une décennie. Alors vous imaginez que pour la rentabilité des capitaux investis, ce n'est pas l'idéal. Si vous voyez deux vues des années 30, des tramways dans le centre de la ville, rue de Simiski, justement, la fameuse nouvelle ligne remplaçant celle des quais. Alors, en vertu du traité de Lausanne, la compagnie ottomane, mais en fait contrôlée par des Belges, avait opté in extremis pour la nationalité belge. Elle a essayé d'investir dans de nouvelles sources de production d'électricité pour ne pas dépendre d'un pétrole de plus en plus cher. Mais l'acquisition de chutes, notamment celle du Hypothamos, aboutit à un nouveau conflit avec les autorités grecques qui se sont de plus en plus immiscées dans la gestion de l'entreprise. Un autre arbitrage, celui du séquestre, a alloué à la compagnie 48 millions de drachmes, mais encore une fois, les autorités grecques n'étaient pas vraiment capables de régler cette somme. Finalement, l'entreprise a été rachetée en vertu d'une loi du 8 octobre 1940,
Mais le paiement de l'indemnité due se fait attendre jusqu'en 1978. Voilà pour Salonique. Maintenant, nous passons à Izmir, de l'autre côté de la mer Égée. Et ce sont deux villes qui sont un peu des, je ne veux pas dire sœurs jumelles, mais elles partagent beaucoup d'éléments communs. Ce sont deux ports, deux têtes de ponts d'importantes lignes de chemin de fer. Toutes les deux ont été ravagées par un grand incendie. Alors, Smyrne, Izmir, c'est un cas vraiment particulier puisque c'est le seul réseau, la seule ville ottomane qui a été desservie par trois réseaux distincts. Tout en haut, vous voyez un petit morceau de terre, c'est Cordelio ou Karsitaya, qui avait son propre réseau de tramway hippomobile construit par la municipalité. En bas, vers la gauche, vous avez la ligne de Göztepe, qui dépendait de l'intérêt belge. Au nord du Konak, vous voyez en vert la ligne du Konak, la ligne des quais, pardon, qui est française. Et en pointillés rouge et bleu, vous voyez toute une série de projets concédés, mais qui n'ont jamais été réalisés. Alors, le premier tramway de Smyrne est le tramway des quais. C'est un tramway qui avait été concédé à la Société des quais, qui a aménagé, comme son nom l'indique, les quais de Smyrne, donc toute la façade maritime nord de la ville, en ce compris un raccordement du grand chemin de fer qui, fait exceptionnel, était aussi servi par un tramway. C'était une très belle ligne, très rentable, avec 15 voitures fermées et 15 voitures jardinières, les unes étant mises en service en été, les autres en hiver. Et c'était une ligne prospère qui, in fine, était aux mains d'une famille franco-levantine, la famille Guiffret, qui était la famille qui gérait donc l'ensemble des quais, des hangars de Smyrne. Ici, vous voyez trois photos, trois cartes postales, enfin trois illustrations du tramway des quais. Et la photo en bas à gauche, quand on la regarde bien, on pourrait croire qu'elle a été prise en France. Vous avez une publicité pour du chocolat Meunier. Le nom de la compagnie est écrit uniquement en français. Mais non, nous sommes sur les quais de Smyrne. Alors l'autre compagnie, donc celle qui part vers l'ouest, pardon, et au sud du Konak, c'est le tramway de Göztepe, qui lui avait été établi par des intérêts turcs en 1883. C'était une ligne importante, étant donné qu'elle traversait des régions moins urbanisées, mais elle était elle aussi très rentable, avec des rendements de 6 à 11%. Et c'est le Trust franco-belge de tramway et d'électricité d'Édouard Denis, un homme qu'on a déjà rencontré à Constantinople, qui a réussi à acquérir la majorité des actions en 1905, ainsi que des intérêts dans la compagnie de navigation Amidier, qui exploitait toute une série de services maritimes et de cabotage dans le Golfe. Donc, c'était une excellente affaire, avec en 1908 un rendement de 11%, et avec là aussi tellement de perspectives ouvertes par une électrification. Encore fallait-il là aussi régler le problème de la concession Bartlett, l'homme qui avait obtenu en 1899 la concession de Smyrne, de l'électrification de Smyrne et de Salonique. Ici, vous voyez deux vues du tramway de TGT, dont une floue qui indique que le tramway roulait quand même bien vite. Il faut dire que c'était une ligne fort plate, donc même avec un cheval, le tramway savait faire une jolie cavalcade. Alors, pour se lancer dans l'électrification, des pourparlers ponctués des sacrifices habituels ont été effectués pendant plusieurs années. Et in fine, une convention pour électrifier la ligne du Göztepe a été conclue le 11 septembre 1913, avec en prime la perspective d'étendre le tramway du Konak vers la gare de Basmahane et Kemer, et également
la concession d'une nouvelle ligne, un des gros pointillés rouges, allant vers Göztepe, mais par l'intérieur des terres, et Eşref Pasha. Là aussi, évidemment, la guerre entraîne un intermède. Au cours de cette période, la compagnie Amidier est mise en liquidation, ses bateaux sont vendus. Et en 1919, à la surprise générale, les troupes grecques débarquent à Smyrne et se lancent dans la conquête de l'Anatolie que le traité de Sèvres avait alloué à la Grèce en 1920. Alors, c'est un moment de grande diplomatie pour le conseil d'administration de la société turque, encore une fois, la société turque créée par des Belges, puisque les mandats de deux dignitaires ottomans, Youssouf Munir Bey Minapire et Youssouf Razi Bey, venaient à échéance. Alors, Jos Allar ne voulait pas tout miser sur l'avenir grec et il a donné instruction à ses représentants à l'Assemblée générale de quand même renouveler les mandats de ces deux personnages, de ces deux dignitaires ottomans, mais en priant ces derniers de s'engager à démissionner à la première demande, si évidemment les autorités grecques y voyaient un problème. En fait, Jos Allar redoutait la bureaucratie grecque qu'il avait expérimentée déjà à Salonique. Enfin, en 1922, les troupes de Mustafa Kemal rejettent les Grecs à la mer. Smyrne redevient turc. Les administrateurs restent à leur siège, sauf les administrateurs grecs, évidemment, qui prennent le chemin de l'exil vers Athènes. Le grand incendie de Smyrne en 1922 n'a heureusement aucun impact sur le réseau des tramways, qu'il s'agisse de la ligne de Göztepe ou celui des quais. Là aussi, vous avez trois photos du réseau de Cordelio ou Karsikaïa, donc de l'autre côté du Golfe, une ville beaucoup moins animée que Smyrne, où le tramway a presque un aspect récréatif. Et c'était des voitures beaucoup plus petites qui servaient trois lignes relativement courtes. Voilà. Alors, au lendemain du retour, disons, des troupes turques à Smyrne, se sont posées évidemment plusieurs questions. Le sort, évidemment, du contrat conclu en 1913 avec les Sublimes Portes pour l'électrification. Le sort du dépôt de Göztepe également. Il était la propriété d'une famille arménienne qui avait disparu en 1922. Que faire? Qui en est propriétaire? Alors, une commission des biens abandonnés est venue prétendre percevoir les loyers du dépôt, mais la compagnie a refusé tout paiement aussi longtemps qu'on n'y produirait pas un titre ou un jugement. C'est une affaire qui va traîner jusqu'en 1925. En 1924, tous les agents non musulmans doivent être licenciés, avec pour seule exception le directeur belge, M. Quinet, et son adjoint Guérard, qui, je pense, était français. Enfin, les négociations reprennent pour concrétiser l'électrification octroyée en 1913 et au prix de certains sacrifices, dont chiffré à au moins 15 000 livres turcs, un accord survient pour prolonger la concession jusqu'en 1975. Alors, le chantier d'électrification est confié à la Société d'électricité et de traction, qui était le holding dont dépendaient les tramways de Smyrne. On construit un nouveau dépôt, une usine d'Aragac, du nouveau matériel roulant électrique est évidemment commandé à Nivelles, et le tramway électrique est inauguré le 18 octobre 1928 de Göztepe au Konak. Hélas, le tramway qui du Konak devait être prolongé vers Basmaha et Kemer ne sera jamais prolongé parce que les autorités ne construiront jamais le pont des Caravanes, un pont qu'elles étaient pourtant obligées de construire au terme de la dite convention. Ici, vous voyez l'alignement des nouvelles motrices électriques et un tramway mobile qui s'apprête à vivre ces 2 jours.
et à droite, la construction de l'usine centrale de Dragač à Smyrne. Voilà, donc dans les années 30, la compagnie doit se heurter à un autre problème, c'est-à-dire l'impossibilité d'exporter des devises. Et elle en est réduite à devenir trafiquante d'opium, d'huile, de fruits secs et de cigarettes. Donc la compagnie des tramways achète en Turquie avec les liquidités sur place des produits qui sont exportés en Belgique, vendus en francs belges par la société belge. Alors c'est un trafic qui va se poursuivre même pendant la Seconde Guerre mondiale. Le seul problème, c'est que sa rentabilité est grevée de droits de douane et de commissions qui font qu'en fait, la société arrive à récupérer seulement 60% de son dû, bon an, mal an. Alors finalement, c'est pendant la guerre que le réseau est racheté par les autorités turques, moyennant 10 223 800 francs suisses. Les francs suisses, c'est une monnaie beaucoup plus sûre pendant la guerre, bien sûr. Et là aussi, ce montant sera payé de marchandises. Les tramways rouleront jusqu'en 1954, ils seront remplacés par des trolleybus. Ils ont disparu entre-temps, mais l'État turc vient de reconstruire 2 splendides réseaux de tramways à Karsikaya et à Izmir en 2017 et en 2018. Et j'ai eu le plaisir de les visiter, ce sont vraiment des tramways modèles. Voilà, ici, vous voyez en bas à gauche la place du Konak, donc le terminus du tramway de Göztepe, électrifié cette fois. Et là également, vous avez une motrice de première classe crème et une remorque de seconde classe verte, un peu comme à Constantinople. À droite, vous voyez une vue d'un tramway électrique traversant les ruines du tremblement de terre de novembre 1928, qui a heureusement eu peu d'impact pour l'exploitation du tramway lui-même. Voilà, nous partons maintenant un peu plus au sud, à Damas. Damas est évidemment une des principales villes de cette partie de l'Empire ottoman. C'est une des villes les plus anciennes au monde. Elle était divisée en quartiers musulmans, druzes, juifs et chrétiens, avec là aussi pour centre la place du Konak, puisque Konak signifie gouvernement. Et là, c'est un certain Youssouf Moutran Effendi qui a obtenu en 1890 la concession d'une série de tramways hippomobiles. Il n'a jamais réalisé. Alors, cette concession a fait l'objet de toute une série de rachats, de réattributions. Et c'est finalement Étienne Francoux, le directeur du gaz de Constantinople, qui a négocié la reprise de cette concession pour finalement laisser la place à Armand Rouffard, un émissaire du groupe Ampin, et Charles Sigogna, un cadre italien de la Société Générale de Chemin de Fer Économique. Là aussi, ce transfert s'est soldé par plus de 800 000 francs de sacrifices. Encore une fois, 800 000 francs, c'est plus que la somme qui sera dépensée pour l'achat de tout le matériel roulant des tramways de Damas. En plus de ces 800 000 francs, Izzet Pacha s'est vu conférer un siège héréditaire au sein du conseil d'administration. Alors, selon la pratique habituelle, un comité des travaux a passé les commandes à l'industrie belge, avec pour exception l'usine hydroélectrique qui était construite sur le Barada. Le Barada est une rivière qui coule depuis le mont de l'Anti-Liban vers Damas et qui offrait des ressources hydroélectriques suffisantes pour alimenter dans un premier temps le tramway électrique. Alors, le matériel roulant est inspiré du Caire avec des motrices ouvertes et des remorques ouvertes. Le matériel est inspiré du Caire et pas seulement le matériel roulant d'ailleurs, parce qu'en fait, la structure financière des tramways de Damas est la même qu'au Caire. C'est une collaboration entre le groupe Ampin et la Société Générale de Chemin de Fer Économique. Et le Caire devient vite la belle-mère, le centre de référence des tramways de Damas. Des cadres du Caire sont dépêchés
à Damas. Des cadres de Damas vont apprendre le métier au tramway du Caire. Et c'est un Watman du Caire, M. Caire, qui viendra apprendre aux Watman syriens à exploiter les tramways. Ici, vous voyez à gauche une vue prise lors de l'inauguration des tramways de Damas, tout comme celle de droite. Vous admirez les voitures ouvertes avec de part et d'autre des compartiments cloisonnés qui sont le compartiment harem réservé aux dames seules. Alors la ligne est ouverte au trafic le 12 février 1907. C'est donc le premier tramway électrique dans le territoire ottoman, si l'on accepte évidemment l'Égypte. Et très rapidement, on se rendra compte que le choix du matériel roulant n'était pas l'idéal. Le climat de Damas n'est pas vraiment celui du Caire, on est beaucoup plus haut en altitude. Et ensuite, les tramways de Damas vont acheter des voitures fermées. Je vois que le temps passe. Oups. Je vous prie par son sujet. Voilà. Alors évidemment, le tramway de Damas subiront les écueils de la Première Guerre mondiale. Là aussi, les tramways du Caire viendront à la rescousse et même les tramways d'Odessa dépêcheront l'ingénieur Cambier. En 1925-1927, c'est la révolte de Druz. Là, c'est la ligne de Médane qui est détruite, mais les mandataires français vont indemniser complètement l'entreprise de ces dégâts. Ici, vous voyez le barrage militaire lors de la révolte de Druz à gauche et à droite, un tramway de Damas incendié lors de la révolte. Voilà. Donc, dans les années 30, c'est de nouveau la période d'investissement. La société prend la nationalité belge. La société obtient la concession d'une nouvelle ligne suburbaine vers Douma, une ligne de 12 km. Elle est commandée. Et la seule ombre au tableau est en fait toute une série de boycotts menés par la population en 1931, 1935, 1936. Des boycotts réclamant une diminution des tarifs, mais avec des arrière-plans indépendantistes. Voilà, lors de la Seconde Guerre mondiale, cette fois, la modernisation dépendra plutôt des ateliers de Damas. Les investissements sont, disons, plus risqués, surtout avec l'indépendance en 1947. Et finalement, le gouvernement syrien nationalise l'entreprise en 1951. Voilà, si vous voyez des vues des tramways de Damas prises dans les années 60, ils ont disparu en 1967. Alors, je vais en terminer alors avec les tramways de Beyrouth, vu le temps qui passe. Donc, chacun connaît cette superbe ville marquée récemment par des événements tragiques. Là, c'est un Britannique qui a obtenu le monopole de l'installation de tout chemin de fer et tramway en 1891. Mais comme il n'a pas utilisé cette concession, M. Eid, un agent, un intermédiaire travaillant pour la compagnie mutuelle de tramway, a essayé de s'en emparer. C'est finalement le trust franco-belge de tramway et d'électricité d'Édouard Denis qui s'attache les services de Nedjib Pacha pour obtenir la concession pour un montant pratiquement identique à celui de Damas, à savoir 800 000 francs. Alors ici, nous avons une série d'intérêts français et liégeois qui se sont associés pour constituer le conseil d'administration. Et à l'image de cet accord, les marchés sont passés en Belgique et en France. Ici, vous voyez une splendide petite motrice baladeuse des tramways de Beyrouth, une vue du dépôt.
Alors, les tramways de Beyrouth ont en fait 4 lignes. Une ligne est-ouest le long je sais pas, le golfe, le nom m'échappe, qui est en fait divisé en deux, à l'est et à l'ouest de la place de l'Union, qui est la place centrale de Beyrouth. Et de cette même place de l'Union descendent 2 lignes vers le sud, vers le bois de pin d'une part et la route de Damas d'autre part. C'est un réseau qui restera très stable et qui ne connaîtra que 2 extensions dans les années 30. Alors, pendant la Seconde Grande Guerre mondiale, Beyrouth est bombardée par les Alliés. C'est la grande famine. Le personnel belge n'est pas arrêté car la Belgique n'a pas déclaré la guerre à l'Empire ottoman, pas plus que vice-versa. Mais ils sont menacés d'internement si le service n'est pas maintenu. Alors la compagnie essaye d'acheter de la nourriture pour son personnel, mais cette nourriture est confisquée. Enfin, les ateliers sont occupés par les militaires ottomans pour l'entretien des chars militaires. Et là aussi, comme à Damas, le réseau est en ruine en 1919. Si vous voyez deux très belles photos qui montrent de meilleurs jours. Alors, le Beyrouth devient partie du Grand Liban, qui est détaché de la Syrie par le général Gouraud en 1920. Dans un premier temps, c'est accueilli avec soulagement par la compagnie belge, mais en fait, elle apprendra vite qu'elle n'a aucun secours à attendre des autorités mandataires, qui la laissent pratiquement sans défense face à des campagnes de boycott et à des saccages du matériel roulant. Visiblement, le mandataire se moque ouvertement de cette société. Elle se dit que finalement, ce ne sont que des intérêts belges qui ne méritent pas trop d'intérêt, disons. Enfin, dans les années 30, la situation sera un peu meilleure, étant donné que la société accueille en son sein des intérêts français. Mais là aussi, comme à Damas, les tramways deviennent la victime de boycotts de tendances nationalistes. Si vous voyez un bel abonnement des tramways éclairage de Beyrouth et une vue du trafic à la place de l'Union, qui a été le centre névralgique du réseau. Alors, la date de l'indépendance de Liban est controversée. Selon les uns, c'est 1941, selon les autres, c'est 1943. Les nouveaux pouvoirs libanais insistent pour le développement surtout de capacités de production d'électricité et négligent quelque peu les tramways. Encore 2 belles vues d'après-guerre des tramways de Beyrouth. Et finalement, en 1954, les autorités libanaises nationalisent les tramways libanais. Et ce n'est que sous menace de saisir la Cour internationale de justice de la Haye qu'un accord sera obtenu pour le paiement du rachat des tramways par l'État libanais. Et dans le cadre d'un Liban prospère et apparemment libéré des problèmes de restriction de change, l'indemnité arrivera beaucoup plus rapidement que pour Smyrne ou Salonique. En 1956, la centrale de Zouk Mikael, le dernier grand investissement belge, est mise en service. Et à partir de ce moment-là, la Sofina, ou le successeur d'Angetra, qui était l'exploitant franco-belge, se limitera à effectuer des missions de consultance. Voilà encore 2 belles vues. Je vais en terminer ici. Je vais vite passer en vitesse, vite vous montrer quelques diapositives d'autres réseaux dans lesquels les Belges ont eu des intérêts. Les tramways mobiles de Tripoli, qui ont presque été électrifiés dans les années 30 pour les tramways de Beyrouth, mais ça ne s'est pas fait. Les tramways d'Alep, une autre aventure franco-belge. Les tramways de Konya, qui ont récupéré du matériel belge en provenance de Salonique lorsque ce réseau est électrifié.
le tramway de Bagdad, qui a failli être électrifié dans les années 30 par des intérêts belges. Et alors, il y a eu toute une série de projets non aboutis qui relèvent parfois de la fantasmagorie, comme la construction de tramway à Jérusalem, à Jaffa, à Mytilène. Et alors, un dernier mot, finalement, sur les nombreux chemins de fer à voie étroite qui ont été équipés par l'industrie belge, comme la ligne Modiana-Brousse, qui avait été reprise par le Belge Georges Nagelmakers, les tramways libanais qui avaient une ligne littorale filant au nord de Beyrouth, et le chemin de fer du Hedjaz, dont 12% des locomotives, 58% en voitures de voyageurs et 78% des wagons étaient fournis par l'industrie belge. Voilà ici quelques vues que j'ai prises en l'an 2000 en Syrie et en Jordanie, en haut, au-dessus de Damas, des rails Kokril, en haut à droite, un train à vapeur quittant Damas en tirant des voitures de Rechter de construction belge, et en bas à droite, un train quittant Daman, donc la capitale de Jordanie, tiré par une locomotive indienne. Voilà, je vais m'arrêter ici parce que je sens que vous avez assez entendu parler de tramway, et je suis ouvert à vos commentaires et à vos questions. Merci beaucoup. Efkaristo Techéculaire. Un grand merci Roland pour ce brillant exposé. En tout cas, à titre personnel, j'aurais pu continuer à vous écouter encore très longtemps. Et c'est vrai que ce sujet est à la fois en même temps très, très spécifique, mais il recouvre, il est également transversal, et il nous permet de revisiter finalement soit des connaissances historiques ou des expériences personnelles, voilà, d'un point à l'autre, d'une période à l'autre. Donc un énorme merci. Je pense que mon opinion est partagée par les autres participants. Est-ce que quelqu'un a des questions, des commentaires pour commencer? Soit à l'oral ou dans le chat, si vous préférez. Juste des commentaires d'autres techniques. Je n'ai pas pu suivre la conférence dès le départ parce que le lien avec Eventbrite ne marchait pas. Et je voulais remercier Monsieur Henser, je ne sais pas si c'est un concours de circonstances, mais qui m'a envoyé le lien Zoom et j'ai pu me connecter. D'accord. Voilà, donc ça c'est dommage. Je ne sais pas, j'ai vu que la conférence était enregistrée, donc je voudrais savoir si ça allait être lisible ou pas quelque part, puisque Oui. j'ai dû le rater peut-être les 3 ou 4 premières slides, étant connecté vers peut-être 5 ou 10 minutes après. D'accord. En général, en fait, les conférences commencent toujours quelques minutes après. Donc, je vous avais dû rater le tout début. Dans tous les cas, la conférence sera disponible en ligne sur YouTube avec un lien, le site également de la Fondation. Merci. Moi, j'avais une première question. Est-ce que justement, sur la base de cette riche histoire de l'export de l'ingénierie belge en matière de tramway, quel est l'état des relations actuelles, soit en termes de tramway ou plus largement en termes de transport urbain, qui peuvent éventuellement exister entre la Belgique et la Turquie et le monde arabe? Pour le moment, il n'y en a plus beaucoup. Vous savez, l'industrie ferroviaire s'est internationalisée, s'est mondialisée. Donc, il n'y a plus d'industrie belge spécifique. L'industrie électrique fait partie de Alstom désormais. La construction roulant fait partie de Bombardier. Donc, il n'y a plus vraiment d'intérêt belge spécifique. Récemment, Tractebel, donc un bureau d'études belge, a participé à certains marchés en Turquie pour vérifier l'exécution et la construction. Donc, la Turquie est un des pays qui construit le plus de nouveaux tramways actuellement ex nihilo. Mais le matériel roulant est importé soit de Corée, soit est construit en Turquie. Il y a plusieurs usines maintenant qui construisent des tramways en Turquie sur base de différents transferts de technologie.
voilà, donc je veux dire, donc pour le moment, les relations sont plutôt des relations de consultance ou entre la Belgique et la Turquie sont plutôt de consultance. À Thessalonique construit actuellement un métro, mais là j'avoue que je ne connais pas les contractants. Alors évidemment, je vais pas parler de Beyrouth et de Damas aujourd'hui. Beyrouth est sans doute, selon un correspondant français, la plus grande ville du monde qui n'ait actuellement aucun transport en commun urbain. Et c'est vraiment malheureux quand on voit la qualité qu'avaient les routes, parce qu'une des particularités des tramways de Beyrouth est que, bon, comme partout, la fréquentation des tramways a beaucoup augmenté pendant la Seconde Guerre mondiale, faute d'alternative, mais le succès des tramways s'est maintenu après la Première Guerre mondiale. Et la liquidation des tramways de Beyrouth a vraiment été une erreur fondamentale pour la mobilité dans la ville. Il y a une question de Yacoub. Hello, good evening. Hello. Hello. Each other with Roland from other circles, not from the tramway history, but thank you very much for this very interesting lecture. I never knew that we have a common interest in the history of Middle East. So it's very nice to learn after more than 10 years, we know each other with Roland that we have this common interest. I also had some problems with connecting into the lecture, and perhaps my question was already answered, but I will pose it again. The Greece occupied Salonika after the First Balkan War, and I understood that the Belgian tram was in operation also after the Greek occupation. And for me, it will be very interesting which law was then applicable to the contract between the Belgian company delivered the tram and the domestic company which operated. Was it the Turkish law or what is the Greek law? Une question très, très compliquée. Évidemment, la société belge de droit ottoman tirait ses droits d'actes émis par la Sublime Porte. Et en fait, en fonction de la théorie de la continuité d'État, la Grèce a bien dû reconnaître la validité de ces documents, période transitoire, jusqu'à ce que, après le séquestre, tout soit remis sur la table et qu'une nouvelle concession, de nouveaux textes soient appliqués à partir de 1924. Mais c'est vrai que pendant un certain temps, il y a eu des frictions entre les autorités grecques qui voyaient cette société d'un mauvais œil parce qu'elle était, entre guillemets, de droit ottoman, et l'administration grecque était très intrusive, elle avait vraiment peur qu'on lui casse. Mais encore une fois, les relations entre les tramways belges et les autorités grecques étaient beaucoup plus conflictuelles qu'avec les autorités turques. C'est assez difficile à expliquer. Disons qu'avec les autorités ottomanes, quand vous avez fait vos sacrifices, tout va bien, on ne s'occupe plus de vous, tandis que les autorités grecques, je n'ai pas trouvé de traces de corruption, appelons la chose franchement, mais par contre, les autorités grecques étaient extrêmement tatillonnes. Vraiment, par exemple, elles prétendaient exiger de la compagnie belge qu'elle fasse imprimer ses tickets en Grèce, alors que les imprimeurs grecs étaient 3 fois plus chers que l'imprimeur belge. Vous voyez, donc il y a un certain nationalisme bureaucratique qui a mis beaucoup de bâtons dans les roues de la compagnie belge sous l'empire des autorités grecques. Merci beaucoup pour votre explanation. Thank you. Est-ce que ce serait possible de revenir sur la slide d'Alep, sur le texte? Parce que je sais que vous étiez pris par le temps sur la fin.
Oui. Je crois que c'est peut-être la seule slide où justement, on n'a pas eu le temps juste de jeter un œil. Voilà. Et le texte, je crois que c'était celle d'avant. Voilà. Donc, chacun connaît évidemment aussi la ville martyre d'Alep, célèbre pour ses savants et maintenant pour son martyr. Donc, très tôt, en 1905, des Belges ont commencé à examiner la possibilité d'y installer un tramway, notamment pour lier la gare à la ville. Mais en fait, on s'est vite rendu compte que ça n'avait aucun intérêt, puisqu'à l'époque, il n'y avait qu'un seul train par jour qui desservait cette gare. Puis l'affaire a été relancée par les frères Poche, qui étaient des négociants, donc je soupçonne qu'avec ce nom, ce sont des négociations d'origine française, qui ont relancé l'idée d'installer un tramway. Et un ingénieur belge, Victor Lagasse de Locht, qui faisait à l'époque une grande tournée d'inspection dans toutes les installations de la Société Générale des Chemins de Fer économiques, comme Beyrouth, Damas et Le Caire. Il a poussé une pointe jusqu'à Alep pour examiner, pour réévaluer l'intérêt de réaliser un tramway. Et finalement, ce tramway a effectivement été en 1929 avec une société franco-belge. Et il faut dire qu'à l'époque, c'était sans doute le tramway français le plus moderne, parce que la plupart des réseaux de province en France métropolitaine étaient à l'époque un état assez lamentable, tandis qu'à l'électricité d'Alep, ils ont vraiment réalisé une installation modèle dans le dernier état de la technique. Alors, ce sont des tramways qui ont été nationalisés en 1951, comme ceux de Damas, et ils ont continué à circuler jusqu'en 1967. C'était un très beau réseau qui desservait toute la ville, un réseau en forme de croix avec quelques antennes, et qui desservait, comme l'indique comme on ces photos, des quartiers, une facture assez délicieuse, avec les Moucharabiés d'une part, des beaux bâtiments coloniaux, modernes d'autre part. Merci. Je crois qu'il y avait une question de Rafiq Salama. Oui, j'aimerais remercier beaucoup M. Dussart pour cette conférence très intéressante. Moi, je suis architecte d'Égypte, d'Alexandrie, et nous avons une ligne de tramway, je pense, une des plus anciennes d'Afrique de 1860, je pense, qui était un projet anglais au départ, mais je pense qu'il y a une Belgian connection dans ce projet que j'aurais aimé savoir un peu plus. Et je veux juste dire que pour moi, en fait, cette ligne de tramway à Alexandrie existe toujours, elle roule toujours. Les quartiers de la ville sont nommés selon les stations de cette ligne et elle a une importance énorme pour comprendre l'histoire du développement. Et bien sûr, au-delà de ça, le rôle dans l'économie de la ville et même du pays, comprend même les chemins de fer aussi. Moi, votre travail me rappelle le travail qui a été fait par un de vos prédécesseurs, professeur Lionel Wiener de l'Université de Bruxelles. J'ai son livre de 1933, je crois, qui racontait toute l'histoire des chemins de fer d'Égypte de l'époque. Et je crois que ce que vous faites aujourd'hui nous permet de compléter cette histoire avec l'histoire des tramways qui ont aussi une importance énorme dans le développement de la ville. Merci. Puis je reste sur ma faim de connaître justement ce volet sur l'histoire des tramways d'Égypte. Je sais que vous avez publié un livre et je vais certainement le lire, mais je serais très intéressé à en savoir plus. Je ne sais pas si vous comptez faire une conférence sur ce pays, donc vous n'avez pas parlé cette fois-ci dans votre conférence. Donc, je ne sais pas si on peut s'attendre à ça. Merci. Oui, merci beaucoup. Et bonjour Alexandrie. J'ai eu le plaisir de visiter 2 fois votre belle ville pour voir notamment les tramways, puisque Alexandrie a la fameuse ligne suburbaine, dont le nom m'échappe évidemment. Et puis, il y a aussi un réseau de tramways urbains qui sont pleins de vie. Et comme vous le dites très justement, le tramway suburbain d'Alexandrie est le premier tramway d'Afrique et en fait devance la plupart des villes européennes. C'est vraiment un cas unique. Alors effectivement,
La ligne de 1860 était une ligne à l'origine anglaise, avec des capitaux anglais. Puis des intérêts belges et français sont apparus au moment de créer le réseau de tramway urbain qui partait plutôt vers le sud et vers Mex, à Alexandrie, alors que la ligne suburbaine 1860 longeait le littoral vers l'est. Disons que les tramways d'Alexandrie étaient moins belges que ceux du Caire ou d'Héliopolis. Et je dois dire que l'histoire des tramways d'Alexandrie n'est pas fort à l'honneur des investisseurs belges, étant donné qu'ils ont fait l'objet de magouilles boursières et financières qui se sont terminées devant les tribunaux. Et M. Simon Philippard, fils, qui était le fils de Simon Philippard, un autre grand tycoon tramviaire, s'est même retrouvé à la prison du Gabarit pour être jugé par ce qu'on appelait alors un tribunal consulaire, c'est-à-dire que les sujets européens en Égypte avaient le droit d'être jugés par des juges de nationalité. Enfin bon, j'ai déjà parlé avec Craig de la possibilité de faire une conférence sur mon autre livre qui traite, lui, des tramways d'Égypte, parce qu'il est impossible de tout faire en une seule conférence, et qui aurait lieu sans doute en anglais, mais ce ne sera pas dans l'immédiat. Donc, c'est prévu. Voilà. Super. Mais merci beaucoup. On a hâte à cette conférence aussi. Merci. OK, shukran. Y a-t-il d'autres questions de la part des... Et là, est-ce que la Belgique, en dehors de l'Empire ottoman, a eu également une exportation de son savoir dans le reste du monde en matière de tramway? Oui, comme je l'ai dit dans l'introduction, il y a eu 200 réseaux de tramway construits par des Belges à travers le monde, sur les 5 continents. Donc c'est assez bon. Ça a commencé d'abord dans les pays limitrophes, bien sûr, la Belgique, la France, le Luxembourg, l'Allemagne, les Pays-Bas, puis l'Espagne, l'Italie et l'Égypte. En Égypte aussi, tramways construits dans la période de la révolution industrielle ont été financés et ou équipés au moins partiellement par l'industrie belge. Et c'est aussi que qu'Édouard Rampin s'est illustré en créant la ville d'Héliopolis, au Caire, ville qui était reliée au Caire à la fois par un tramway ordinaire et par ce qu'on appelait le métro d'Héliopolis. D'accord. Donc, c'est toute une histoire tout aussi fascinante et riche. Très bien. Eh bien, en espérant vous entendre parler de ce sujet une prochaine fois en français ou en anglais. Ok. Si personne, peut-être un dernier commentaire? Non. Eh bien, dans ce cas-là, il ne me reste plus qu'à vous remercier, Roland Dussart des Arts, pour votre brillant exposé, vraiment, vraiment passionnant, qui offre plein de perspectives sur différents sujets, je pense, qui nous intéressent chacun. Merci à tous également d'avoir participé. Je vois dans les messages que quelqu'un, M. Dussart, veut... Oui, bien sûr. Faire un commentaire. Oui, un certain monsieur, ah oui, peut-être que vous l'avez rencontré, c'est possible. Un certain Philippe Dussart des Arts. Oui. Voilà, si vous m'entendez, en fait, c'est un commentaire pour Rafik. D'accord. J'ai bien compris. Au sujet d'Alexandrie, j'ai moi-même visité, mais sans Roland, Alexandrie en 1982. Et je me souviens particulièrement du coucher de soleil au mois de novembre, du terminus du tram urbain, mais côté mer, il y a une boucle du tram le long de la mer, et il y avait toute une série d'anciennes villas. On se serait cru à Nice, mais c'était une illusion, parce qu'en fait, dans l'obscurité, toutes les maisons qui étaient abîmées, saccagées, avaient malgré tout un style, je dirais, majestueux. Ça, c'est une première chose. Et un autre élément, c'est peut-être de l'arabe, mais au tramway du Caire, les anciennes motrices étaient, en fait, auparavant, avaient un compartiment harem et un compartiment homme. Il y avait toujours, en fait, une paroi fixe avec un petit guichet qui permettait, en fait,
aux dames de payer sans être en contact avec le receveur. Et ça, on parle donc de 1982. Hein. Mais ce que je me souviens en arabe, c'est que comme les tramways étaient vraiment bondés, pour faire avancer les voyageurs, on disait « hush, hush ». J'imagine que ça veut dire avancer. Oui, ça veut dire entrer. Et effectivement, quand vous dites à cause du fait que les tramways, surtout, étaient complètement, il y avait trop de monde et on a créé, je pense, dans les années 90, on est retourné au système de séparer les femmes des hommes parce qu'il y avait des problèmes d'agression, etc. Et donc aujourd'hui, les wagons sont séparés autant dans les tramways que dans les métros du Caire, je crois. Mais c'est très intéressant ce que vous dites. Merci. Sachant que les femmes ont le droit d'aller dans les wagons des hommes, mais qu'il y a des wagons réservés aux femmes et des wagons mixtes, d'après mes souvenirs. Oui, effectivement. Mais en fait, ça n'a rien d'exceptionnel. Hein. Au Japon aussi, dans le métro de Tokyo, vous avez des compartiments réservés aux femmes. Dans le métro de Manille aussi, c'est une façon de protéger les dames de certaines privautés, disons. Voilà. Voilà. Dernier commentaire, une question? Eh bien, donc, merci à tous. Merci Roland encore une fois. Merci au chat d'avoir été relativement discret la très grande majorité de votre exposé. Oui. Et nous reviendrons vers vous pour vous donner les informations sur la prochaine conférence en français qui aura lieu a priori d'ici 2 ou 3 mois. Ok, parfait. Merci beaucoup. Une excellente soirée. Vous de même. Au revoir. Au revoir. Bye.